Okay, hello, welcome everyone. Bonjour, bienvenue. Le monde numérique que nous souhaitons. Euh, Depuis quelques jours, nous parlons de passerelles. Nous allons parler de combler le vide numérique qui existe dans l'utilisation, l'accès aux technologies. Quel est le rôle des gouvernements, des entreprises, etc. Je m'appelle Jason Carrion, je suis rédacteur chez Quartz. Et avec moi, nous avons des panélistes pour nous parler du monde numérique que nous souhaitons. Nous allons peut-être aborder le monde numérique que nous ne souhaitons pas, également une question importante et intéressante. Alors, la technologie ne respecte pas des frontières et cette rupture technologique surprend beaucoup d'entreprises, sans parler des gouvernements. Un des écarts est l'écart entre les politiques et la technologie. Quand je pense aux logiciels, les itérations technologiques sont bien en avance par rapport aux politiques qui peuvent se trouver en version bêta. Qu'en est-il de la croissance inclusive dans le numérique, la démocratisation de l'accès, permettre aux individus de tirer profit de la technologie, mais éviter également les écueils? Voilà donc le rôle de passerelle nous allons examiner. Pour planter le décor, Andrew Wyckoff, directeur de la science, technologie et l'innovation à l'OCDE, va nous parler des travaux de l'OCDE sur les questions. Et d'abord, nous avons une question dans un sondage. Nous avons le système Weassembly avec nous. Je vous encourage à m'envoyer des questions. Je les reçois ici sur mon iPad. Je peux les poser aux panélistes après. Mais nous avons une question très simple sur la transformation numérique. J'aimerais que vous répondiez à cela. Est-ce que vous avez confiance en ce qui concerne la capacité de votre gouvernement de gérer la transformation numérique? Voilà une question très simple et très facile. Est-ce que vous êtes confiant? Alors, pas confiant ou pas sûr? Ne répondez pas pas sûr, c'est pas très intéressant. Sans trop tarder, Andrew pour planter le décor. Merci Jason, bonjour, bienvenue à l'OCDE. C'est un grand plaisir pour moi de planter le décor pour cette séance. Depuis l'arrivée de l'ordinateur depuis 82, nous avons vu plusieurs ruptures numériques. 95, nous avons privatisé l'Internet. 2007, l'arrivée du téléphone portable, et chaque rupture a vu une dissémination plus rapide que la précédente. Beaucoup, pour nous, c'est excitant, fabuleux, merveilleux, mais pour d'autres, c'est dérangeant. Ceci représente une rupture et une perte d'un sentiment de maîtrise. Ces deux réactions sont à l'opposé et nous voulons combler ce vide entre les deux. Alors, le catalyseur de cette augmentation de la vitesse de diffusion, c'est que les réseaux des réseaux, c'est-à-dire l'Internet, le moteur, c'est pour cela que les choses sont disséminées si rapidement. L'Internet lui-même, dans le passé, représentait 4% de la population mondiale en 1997 et maintenant représente quasiment la moitié de la planète, donc qui a un accès à l'Internet. Ceci en soi est extraordinaire. Mais il reste encore des poches, comme en Afrique, Asie du Sud, qui sont à la traîne. Néanmoins, marquant une pause, cette vague technologique a déjà touché beaucoup, mais qui n'ont pas bénéficié des vagues technologiques précédentes, comme l'électricité ou l'eau propre ou l'assainissement. Mais même dans les pays où on a beaucoup d'accès, il y a des écarts. Les barres bleues montrent des écarts qui existent en fonction de l'âge, surtout pour ceux parmi nous qui ont entre 55 et 74, et surtout dans les pays comme la Turquie, le Mexique et la Grèce à faible revenu. Mais ce qui est intéressant, c'est si vous regardez les petites barres blanches des diamants, ce sont différents niveaux de qualification. Avec l'éducation, on peut effacer le problème de l'âge. Ceux avec beaucoup de qualifications ont le même type d'accès.
On voit également des écarts pour les entreprises. La plupart des entreprises ont une connexion à haut débit ou un site web. Ce premier niveau d'interaction est relativement facile à atteindre. Là où il y a des problèmes, c'est avec des applications plus sophistiquées. Seulement 20% des entreprises utilisent l'informatique en nuage, des ventes e-ventes ou d'autres activités de ce genre qui offrent des gains en compétitivité. Alors pour moi, c'est moins une question d'encourager les développements technologiques. Ce qui est formidable avec le numérique est que ceci semble toujours offrir plus à moindre coût. Il ne s'agit pas simplement de semi-conducteurs, mais stockage, accès aux logiciels et beaucoup d'autres dimensions du numérique. Grâce à la compétition, la demande des consommateurs, la baisse du prix des téléphones portables que l'on voit ici, nous arrivons à combler ce vide. Pour moi, le grand problème concerne les politiques publiques. Alors, un exemple ici. Prenons le Mexique, qui offre un excellent exemple. Avant 2012, ce pays membre de l'OCDE, avait des coûts parmi les coûts les plus élevés de haut débit et le taux de pénétration le plus faible. Un facteur important, un environnement compétitif extrêmement pauvre. Mais en décembre 2012, les trois partis politiques se sont réunis et ont signé un pacte pour le Mexique. Parmi les différentes réformes, ils ont ciblé les télécommunications. Ils ont changé la Constitution, introduit un régulateur indépendant et mené des réformes pour améliorer la compétition. Et voilà, on a vu une baisse du prix pour différents paniers de services de télécommunications d'un facteur de 5, 3 et 2. Et en même temps, une augmentation de la connectivité à haut débit. 50 millions de Mexicains de plus qui sont devenus des abonnés en peu de temps. Donc les politiques publiques comptent et les décideurs politiques courageux comptent aussi. C'est le cas pour le Mexique. Alors, beaucoup montrent du doigt la technologie elle-même. C'est un retour du bâton. J'espère que vous allez en parler et il faut prêter attention à cela. Mais pour moi, la technologie, en fait, est plutôt neutre. C'est comment on utilise la technologie qui compte. Beaucoup s'inquiètent quand on parle d'économie de plateforme. Voici une application irlandaise, Food Cloud, qui connecte des supermarchés avec des produits alimentaires qui approchent leur date d'expiration. Impossible il y a quelques années, mais cette plateforme nous permet de le faire avec des coûts de transaction zéro. Mais il y a également un élément négatif. Utilisation des algorithmes conçus pour contourner les règles. Qu'est-ce que nous voulons avec cette transformation numérique? Un peu comme ce que nous voulons actuellement. Nous voulons être en bonne santé, avoir une éducation. Mais ces outils nous permettent d'atteindre ces objectifs en masse, à un coût raisonnable. Utilisons par exemple la télémédecine, un projet au Canada, ou l'Université de l'Afrique du Sud, qui offre l'apprentissage à distance à des milliers de personnes en Afrique. Nous voulons avoir un environnement propre, beaucoup plus facile avec un suivi en temps réel, ce que fait New York, qui a mis des sondes sur tous les systèmes d'assainissement et d'approvisionnement en eau et réduire des inégalités qui existent en utilisant des technologies techniques comme les e-paiements qui aident les pauvres. Nous voulons, comme a dit Jason, il y a certaines choses que nous ne voulons pas. Nous voulons faire en sorte que ces outils ne sont pas utilisés pour un contrôle à la Orwell. Les entités qui représentent des passerelles vers des données massives, qui soient publiques ou privées, doivent être responsables et transparents avec la collecte et l'utilisation des données. Nous ne voulons pas que les avantages
soit parmi les quelques-uns, nous voulons que ceci soit pour tous. Si certains deviennent riches, très bien, mais la technologie doit se disséminer afin que tous puissent en bénéficier. On ne veut pas non plus un retour en arrière des normes où les outils numériques sont utilisés pour créer une nouvelle version numérique de Oliver Twist. C'est aux politiques publiques de créer le monde numérique que nous voulons et éviter celui qu'on ne veut pas. Alors, heureux de vous voir si nombreux parce que pour moi, les choses sont urgentes. Urgentes. Il faut agir maintenant et pas plus tard parce que pour moi, nous sommes arrivés à un point dans les cycles qui ont dominé le monde depuis 50 ans, un point d'inflexion, si vous voulez. Et on voit sur le graphique qui vient de Mary Meekers que l'apprentissage de machine Google est au même niveau que la précision des mots par des humains. Les choses vont évoluer plus rapidement avec l'Internet des objets, apprentissage avec des données et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Les gouvernements doivent tirer parti de ces outils et les utiliser pour faire en sorte que nous ayons le monde numérique que nous souhaitons. Alors, c'est plus facile à dire que de faire. Donc, heureux d'avoir le panéliste avec nous. Il a des défis. Bien sûr, on les voit à l'écran et il faut s'attaquer à ces défis. Mais il faut également penser aux opportunités. On n'y pense pas assez. Il faut accueillir cet âge numérique. Nous n'avons pas le choix et l'utiliser pour concevoir de nouvelles solutions créatrices face aux vieux problèmes. Il faut responsabiliser les individus d'une manière sans précédent. Voilà donc ce qui apportera l'inclusion, l'inclusivité et enfin, le fait que je sois ici aujourd'hui en train de vous en parler montre que nous connaissons les défis. Nous avons les outils, les institutions, la capacité de former ces transformations numériques. C'est une opportunité qui n'existait pas avec les révolutions agricoles ou industrielles. Il faut relever ce défi. Alors, je suis sûr que le panel va le faire, mais l'OCDE veut le faire aussi. Nous avons un grand projet en cours qui s'appelle Objectif numérique. 4 communautés différentes de politique, 10 directions du secrétariat impliquées, 3 objectifs clés. Comprendre l'impact, partager les expériences et accélérer les politiques pour optimiser les bénéfices et minimiser les problèmes. Et ainsi, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Et j'attends avec impatience la discussion du panel. Okay, great. That was excellent. Formidable. Vous avez bien planté le décor. Je vais présenter les panélistes au fur et à mesure. Je vais demander à chacune poser la même question. Andrew a dit que les politiques publiques comptent. Alors, je veux savoir, nous avons des ministres, des anciens ministres, des fournisseurs de services, des chercheurs impliqués dans tout cela. Quels, selon vous, peuvent faire des gouvernements? Je commence avec Boris Koprivnica, Premier ministre adjoint de la Slovénie. Vous avez parlé du renouveau, mais également des questions d'héritage. S'agissant du monde numérique que nous souhaitons, que peuvent faire les gouvernements? Alors, les gouvernements doivent faire beaucoup parce que nous parlons d'un changement systémique. Le système dans lequel nous vivons a totalement changé. Comme je dis souvent, nous nous trouvons dans une situation où nous avons l'industrie technologique 4.0 et le gouvernement 1.0. Donc, il faut s'adapter à notre environnement. Ce que nous faisons en Slovénie et peut-être ailleurs est de faire en sorte que nous puissions offrir une communication à haut débit sur le sol et dans les airs et des données ouvertes. Les outils qui permettent une collaboration. Voici
la chose la plus importante que les gouvernements peuvent offrir. Accélérer la numérisation. Ce n'est pas un objectif en soi, c'est un outil qui devient de plus en plus intelligent. Alors, nous avons commencé avec la dématérialisation. Après, nous sommes passés au M, mobile. On peut faire tout ce qu'on veut, n'importe où. Maintenant, nous arrivons à S. S pour smart en anglais, intelligent. Donc, les outils sont importants. Nous pouvons décider plus rapidement, plus intelligemment, et on peut consacrer moins d'argent public pour corriger des erreurs et plus pour prédire ce qui va se passer. C'est ce que les gouvernements doivent comprendre, je pense. Nous devons comprendre que c'est au gouvernement d'accélérer le travail dans ce domaine, l'utilisation des produits numériques qui peuvent également améliorer la gouvernance. Vous avez parlé de l'argent public. Alors, comment évaluer le succès? Est-ce qu'il s'agit tout simplement d'accès, d'efficacité? Comment vous évaluez le succès de vos politiques? Si vous voulez faire une contribution pour faire en sorte que le pays s'en sorte mieux, eh bien, il faut mesurer le nombre de personnes qui ont un accès à l'Internet. Mais pour moi, ce qui est clé est de savoir combien de nouveaux services, de nouveaux produits, de nouvelles entreprises voient le jour grâce au numérique. Combien de modèles économiques ont été changés? Car quand on regarde les entreprises doivent changer en interne, numériser leur méthodologie de travail, et en externe. Elles peuvent utiliser le numérique pour obtenir les ressources et vendre les résultats sur un marché mondial. Parce que dans le numérique, il n'y a pas de frontières. Le monde est ouvert à vous. Donc, plus il y a d'acteurs, plus la transformation numérique est réussie. Malavika Jairam est directeur exécutif de Digital Asia Hub. Elle travaille à l'université de Harvard. Malavika, que peuvent faire les gouvernements? Je crois qu'une chose que peuvent faire les gouvernements est de travailler sur des normes. Je crois que le secteur privé peut éventuellement l'éviter, mais je crois que c'est un travail normatif qui est important pour les gouvernements, parce que je vois qu'il y a un mouvement en termes de cadrage, mais également en ce qui concerne la mise en œuvre. Il y a un changement. Il y a les individus responsabilisés et les utilisateurs finaux passifs. Avant, on avait un contrat social très profond. Maintenant, tout est gouverné par des conditions générales d'un contrat que personne lit et qui s'applique par défaut. Donc, l'économie comportementale montre que les individus préfèrent des normes. Même quand ils ont la possibilité, ils ne changent pas les paramètres. Si les gouvernements peuvent aider à établir des bases, des normes de base pour ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, c'est très bien. Alors, pendant le déjeuner, je vous ai dit que même le sujet ici est intéressant. Ceci implique qu'il y a un seul monde numérique que nous souhaitons. Et je crois que ce n'est pas forcément vrai. Il y a beaucoup d'idées en ce qui concerne comment on peut imaginer l'avenir. Et les gouvernements peuvent jouer un rôle important d'intermédiaire. Ils ont un pouvoir de rassemblement. Ils peuvent rassembler les différents acteurs. Le secteur privé cherche plutôt peut-être des bénéfices, mais je crois que les gouvernements doivent jouer un rôle pour faire entendre des voix des écartés. Alors, ces différentes idées de monde numérique, est-ce qu'ils varient selon la localisation dans le monde? Est-ce que vous pensez que le point de vue occidental et oriental sont différents? Je
Je crois qu'on emprunte beaucoup et on emprunte peut-être le pire de ce qui se fait dans l'Occident. Bon, c'est controversé ce que je dis, mais je suis avocat, donc je l'assume. Un des problèmes que l'on voit est que dans certains pays en développement, on teste les logiciels ou les technologies dans les populations défavorisées. Ça peut être des systèmes de paiement, identification biométrique. Ce sont des choses que l'Occident considère comme représentant des ruptures numériques. Mais si vous demandez aux individus qui sont touchés par ces tests, souvent, c'est fait dans un vide juridique. Et la raison pour laquelle on essaie cela dans ces pays, c'est parce qu'il n'y a pas de droit de protection ou de confidentialité. Donc, quelque part, nous sommes le lieu où ces technologies sont mises à l'épreuve, testées, et je crois que c'est un problème. Un exemple, vous avez parlé de la géographie, mais il s'agit également de culture. Nous importons beaucoup d'idées échouer plus rapidement. C'est inacceptable en Asie. Personne ne souhaite avouer l'échec, encore moins qu'on ait échoué plus rapidement que les autres. Donc, l'idée de perdre la face, qui est quelque chose de si important en Chine ou ailleurs, on ne parlerait jamais de son échec en public. Beaucoup d'Occidentaux viennent en Asie disant il faut changer ceci, il faut parler davantage de l'échec. Et en fait, moi, je me dis, mais peut-être que vous devrez réfléchir davantage aux différences culturelles entre nous et vous. Je pense aux jeux. Les Chinois, les Indiens, ils adorent les jeux. Mais ce sont des choses qui sont appréciées en Asie, plutôt que de pouvoir parler de l'échec. Donc, on peut s'adapter aux conditions locales. Alors, Carlos Lopez Blanco travaille chez Telefonica. Que pensez-vous? Que peuvent faire des gouvernements? Nous avons parlé du rôle normatif des gouvernements et aider les pays les plus pauvres à rattraper le retard. Tout d'abord, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité pour me donner la possibilité de partager avec vous mes idées et l'idée de Telefonica en ce qui concerne le défi numérique. Alors, je commencerai avec quelque chose qui a été dit pendant la présentation pour souligner cette idée d'urgence quand il s'agit du défi numérique. La première chose que doivent faire les gouvernements est de comprendre le défi devant lequel ils se trouvent. Une des choses qu'il faut savoir est que nous sommes face au changement le plus radical que nous avons vu depuis la révolution industrielle. Et les gouvernements doivent comprendre que cette révolution numérique va tout changer. Et il faut comprendre quelles seront les règles du jeu dans ce nouveau monde. Un deuxième défi pour les gouvernements, à mon sens, est de comprendre que dans le XXIe siècle, les pays riches ne seront pas les pays avec les mieux dotés en ressources naturelles, ni avec les meilleures infrastructures physiques. Les pays riches du XXIe siècle seront les pays qui vont pouvoir créer une économie numérique. Et dans ce sens, tous les gouvernements doivent comprendre qu'il faut agir rapidement. Et c'est important de le comprendre. Il y a certaines régions dans le monde, je connais très bien l'Amérique latine, et pour cette région et d'autres régions, ils sont face à des opportunités extraordinaires.
Ils pourraient, en une génération, devenir des leaders numériques. Alors, plus précisément, nous pensons que pour comprendre et pour établir il faut établir des règles du jeu. Et ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Il faut voir comment adapter les règles de l'économie analogue au monde numérique, comment garantir un accès à l'Internet pour tous. Ça, ce sera très important. Et enfin, la chose peut-être la plus importante, il faut offrir une éducation à tous. Des compétences seront la matière première de l'économie numérique et l'espace numérique est le facteur le plus important en matière de compétitivité. Alors, quelles sont les lacunes les plus importantes, les écarts en matière d'accès? Est-ce que c'est l'éducation? Cela dépend du pays et de la situation. L'éducation, certes, est un problème. L'accès n'est pas un vrai problème dans beaucoup de régions, peut-être en Afrique, mais pas en Amérique latine. On voit les chiffres en Amérique latine. Bon, l'Amérique latine se trouve juste après l'Europe aux États-Unis en matière d'accès. L'éducation, oui, un problème. L'âge aussi. Les personnes âgées, effectivement, sont à la traîne en ce qui concerne la révolution numérique. Différence entre hommes et femmes aussi, et donc principalement l'éducation et les zones rurales. Voilà donc les deux problèmes les plus importants. Très bien, merci beaucoup. Nicholas Lindblad, vice-président politique publique et relations gouvernementales pour Google, et Moyen-Orient et Afrique. Nicholas, quel serait le rôle pour les gouvernements? Alors, je suis d'accord avec beaucoup de choses que vous avez déjà dit, ce qui arrive souvent lorsqu'on est le dernier à parler au sein d'un panel très compétent. Bon, ce que j'ajouterais, c'est que les gouvernements peuvent encourager l'expérimentation. Lorsqu'un prix Nobel, Simon, devait dire ce qu'il avait regretté le plus, il a dit, eh bien, il aurait mieux valu que les gens sachent ce qu'ils voulaient faire avec un ordinateur avant de pouvoir obtenir un ordinateur. Et moi, ce que j'aurais dû faire, c'est d'avoir un ordinateur et commencer à utiliser à des fins d'exploration et d'expérimentation, de manière responsable, bien sûr, pour revenir à ce qui a été dit, mais avoir cet esprit d'exploration. Il y a également un certain nombre de pays qui jouent un rôle particulier. Tous les gouvernements ne se comportent pas de la même manière. Certains gouvernements ont une équipe très expérimentée et ont pu promouvoir ces technologies. Par conséquent, je crois que les pays qui ont pris de l'avance doivent diriger, doivent essayer d'encourager les règles dont on a parlé, mais également les nouvelles utilisations de la technologie pour voir comment on peut utiliser la technologie pour aider la croissance économique, l'éducation, l'égalité homme-femme et une économie plus durable également. Oui, on parlait du moteur de croissance, le programme moteur de croissance. Et c'est quelque chose qui va revenir souvent, cette idée d'un modèle public-privé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, il y a 2 ans, nous avons organisé une réunion du groupe de gestion européen et nous nous sommes demandé qu'est-ce qui pourrait être le plus utile. Et nous nous sommes dit que ce qui serait utile, c'est d'apporter des compétences numériques. Évidemment, on ne pouvait pas le faire tout de suite, donc on s'est fixé un objectif de 1 million de personnes et on y est arrivé très rapidement, donc on s'est fixé un objectif de 2 millions de personnes formées. Il s'agit de voir quelle est la structure économique et sociale dans un pays et de fournir des offres d'enseignement différentes, adaptées aux différents groupes et aux différentes sociétés. Donc il faut évidemment à chaque fois adapter notre offre. Et maintenant, après ce programme qui a eu lieu en Birmanie, nous avons également organisé des programmes similaires en Afrique. Et l'idée, c'est que vous pouvez avoir toutes sortes de compétences numériques, compris des compétences très simples, ou alors des compétences très complexes, où vous savez faire de la programmation complexe. Mais je crois que l'idée d'un partenariat public-privé est intéressant.
Oui, une question un peu controversée. Quand est-ce qu'on va passer à un gouvernement d'intelligence artificielle? Non, alors je crois qu'on n'aura jamais de gouvernement à intelligence artificielle. Je crois qu'une des choses qu'on ne comprend pas très bien, c'est qu'on pense que l'intelligence artificielle va toujours remplacer l'homme. L'ordinateur va toujours remplacer l'homme. C'est pas comme ça que ça se passe. L'intelligence artificielle arrive en complément. Et donc, la question est de savoir quand est-ce qu'on va utiliser l'intelligence artificielle davantage pour mieux rassembler des données, pour être une aide à la décision. C'est ça la question. Donc, un partenariat, pas un remplacement. Monsieur le ministre, est-ce que votre ministère utilise l'intelligence artificielle? Non, nous ne sommes pas trop philosophes, donc je vais essayer de l'expliquer de manière pragmatique. Dans le cas de la Slovénie, ce que nous avons essayé de faire, c'est tout d'abord de dire que le gouvernement doit réagir de manière beaucoup plus rapide. On ne peut pas à chaque fois avoir des procédures très complexes. C'est pour ça qu'il faut essayer, qu'il faut avoir non pas une réforme complète, mais des petits changements au quotidien. Et lorsque je parlais de IMS, l'intelligence, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on utilise le big data, qu'on relie toutes les données provenant de différentes sources et on les utilise pour prendre des décisions plus futées. Donc c'est ça finalement l'intelligence artificielle. Comment pouvoir prendre des décisions plus futées. Et d'après Darwin, l'espèce qui survit n'est pas le plus gros, le plus rapide, mais l'espèce qui arrive à s'adapter le plus rapidement possible. Et c'est ça, c'est une question d'adaptation. Et maintenant, le jeu, c'est un jeu d'adaptation. Quels sont les gouvernements, quels sont les environnements qui vont pouvoir adopter et adapter le plus rapidement possible. Et ensuite, pour ce qui est de la culture dont on a parlé, l'un des problèmes des gouvernements, c'est qu'il faut introduire cette culture de l'échec. Il faut modifier le système, même si on n'est pas sûr à 100% que ça va marcher. Il faut prendre le risque. Et c'est pour ça qu'on introduit des techniques de jeu. Et nous coopérons avec les entreprises privées. Tous les jours, nous rencontrons des sociétés privées. Nous utilisons même le Google Garage pour former les fonctionnaires, par exemple. On a certifié notre cloud comme un cloud fournisseur de services, parce qu'en interne, nous fournissons un appui à d'autres organes publics. Donc, ce sont certaines des mesures que nous avons prises pour tirer parti des technologies, pour pouvoir aller plus vite et pour appuyer et accompagner ce qui existe déjà. Et je crois que c'est cela ce que doit faire le gouvernement. Il ne s'agit pas de savoir si on aime la technologie ou pas. La technologie, elle est là. Et si on ne la régule pas, si on ne l'utilise pas, on va avoir une confusion et on va rencontrer des difficultés. Donc c'est ça le rôle du gouvernement, d'essayer de s'assurer qu'on puisse vraiment tirer parti de la technologie. Mais est-ce que c'est politiquement faisable d'avoir cette attitude d'échec, de prise de risque? Parce que très souvent, cela n'est pas très commode lorsqu'on est dans un cycle électoral, par exemple, lorsqu'on doit faire une campagne pour être réélu. Eh bien, c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans les ateliers, ici aussi à l'OCDE. Le problème, c'est lorsque vous allez ensuite chez vous, après avoir participé au forum de l'OCDE, et que vous devez travailler avec les fonctionnaires qui parfois sont très attachés à la manière de faire habituelle. Mais il va falloir changer un certain nombre de choses. Et ça commence à devenir très évident. Et comme le représentant de Telefonica a dit, l'un des changements auxquels nous sommes confrontés et qu'on ne comprend peut-être pas très bien, c'est que Internet, en tant que média distribué, a mis en place un système d'information et de communication distribuée, avec une économie distribuée, avec un système de paiement distribué, avec un système d'imposition, de protection du consommateur distribué. Et nous allons bientôt avoir une démocratie distribuée. Et de manière générale, je crois qu'on ne réalise pas très bien là où on est en train de se diriger. Oui, ce qui semble souligner
la responsabilité que l'on a par rapport à toutes ces données. Les sociétés de télécommunications génèrent beaucoup de données, Google génère beaucoup de données, les gouvernements, les administrations publiques génèrent beaucoup de données, et puis il y a la question des partenariats publics-privés. Et je pense que vous avez tous une opinion là-dessus. Très souvent, on pense que les données sont le bien ou la ressource la plus importante. Mais à qui appartiennent les données? Évidemment, vous pouvez dire, bah, tout dépend, mais la gouvernance et la réglementation des données, la responsabilité vis-à-vis des données, qu'en pensez-vous? Bon, je ne vais pas prendre trop de temps, mais je vais vous donner un exemple direct de ce que nous avons fait. Nous avons changé la législation sur les données et nous avons changé la philosophie également. Il ne s'agit pas de savoir quelles sont les données qu'on peut partager. Nous avons dit quelles sont les données qu'on ne peut pas, en aucun cas, partager. Donc les données personnelles ou qui sont liées à des questions de sécurité. Tout le reste, ce sont des biens publics qu'on peut échanger. Nous avons ouvert le portail, nous avons mis à disposition du public toutes les données gouvernementales, hormis les exceptions dont j'ai parlé, et nous avons invité le secteur privé à partager également ces données. Donc c'est ça notre approche. Et c'est ainsi que le gouvernement peut accélérer le partage et la réutilisation de données, ainsi que la construction de choses qui peuvent être faites grâce à ces nouvelles données. C'est le rêve de Google, finalement. Alors, il y a différents types de données. Il y a des données personnelles et des données non personnelles. Et c'est vrai, les données non personnelles doivent être partagées de manière ouverte, hein, ce qui va tirer la croissance économique vers le haut. Et ça, c'est facile à voir dès qu'on se penche sur les mécanismes. Et puis, vous avez des données privées, personnelles. Et là, évidemment, il y a un certain nombre de garde-fous, de réglementations, parce qu'il faut protéger l'utilisateur ou le propriétaire du données. Et lorsqu'on pose la question de savoir à qui appartiennent ces données, bien, il suffit par exemple de lire la réglementation européenne. Bien, l'utilisateur peut à tout moment reprendre ses données personnelles. Et donc la portabilité des données est devenue quelque chose de très important et qu'il va falloir développer. Nous avions un projet d'ailleurs au cours des 5 dernières années. Nous avons dit qu'on peut aller reprendre ces données auprès de Google ou d'autres et reprendre la maîtrise de ces données. Et ça, c'est très important parce que la confiance est importante dans notre économie. Donc, il faut des institutions qui permettent à l'utilisateur de reprendre la maîtrise de ces données s'ils ont l'impression que ces données n'est pas gardée de manière sûre, hein, ou n'est pas utilisée à bon escient. Eh bien, il faut que les utilisateurs puissent récupérer ces données. Alors, oui, nous avons une deuxième vague dans cette révolution numérique, et cette deuxième vague, c'est l'économie des données, qui est maintenant au centre de cette nouvelle révolution. Et on dit très souvent que les données, c'est le nouveau pétrole, finalement. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec ce constat. Les données, c'est beaucoup plus que du pétrole. Les données, ça affecte la vie privée, les droits fondamentaux, la vie même des personnes. Donc non, les données, c'est pas du pétrole. On ne peut pas dire que c'est simplement un bien. Les données, c'est au centre de l'économie et également au centre de la vie sociale et numérique des citoyens. C'est pour ça qu'il y a un grand défi, à la fois pour le secteur privé et pour le secteur public. Et ce défi, c'est de créer une éthique, une charte éthique des données. Parce qu'il y a des problèmes très sophistiqués qui se posent dès qu'on parle de données. Et dans notre société, à Telefonica, nous avons essayé de créer la confiance numérique. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, c'est comment, d'un point de vue de la réglementation, du secteur privé, du secteur public, comment faire en sorte qu'on puisse créer cette confiance numérique avec une protection de la vie privée, avec une sécurité des données, avec une transparence. Pour nous, c'est quelque chose d'absolument essentiel pour responsabiliser et rendre autonomes nos clients et nos citoyens quant à l'utilisation de leurs données. Parce que la réponse à qui appartiennent les données pour Telefonica, c'est très clair. Les données appartiennent aux clients de Telefonica. Et nous, chez Telefonica, nous avons la responsabilité de rendre la maîtrise des données. Et donc, ce n'est pas du pétrole.
c'est la vie numérique même de ces utilisateurs. Et c'est finalement la vie elle-même. Oui, il y a quelques années, nous avons préparé un petit manuel pour des sociétés qui n'étaient pas vraiment conscients du fait qu'ils généraient des données ou qu'ils traitaient des données, parce que ce n'était pas leur cœur de métier. Et on m'a dit, il faut parler de données et d'autres personnes pensaient qu'il fallait parler de personnes. Et parfois, les débats deviennent très techniques. Et des fois, on dit qu'il faut parler des propriétaires de données ou bien des personnes à qui appartiennent les données ou les personnes qui génèrent des données. Moi, je peux générer des données, mais parfois, ce sont des données qui sont agrégées par des sociétés à partir de différentes sources. Ils vont analyser ces données. Bon, est-ce que moi, je suis propriétaire de ce niveau d'analyse, cette couche d'analyse que je n'ai pas du tout créée? Évidemment, ce sont des données sur moi, mais ce n'est pas du tout des données que moi, j'ai pu trier et agréger de la sorte. Donc, la question peut devenir très technique. Une amie à moi a dit à une conférence, il y a deux industries qui parlent d'utilisateurs. L'industrie des stupéfiants et l'industrie des technologies. Alors, ça peut être drôle, mais c'est aussi très révélateur pour ce qui est de l'addiction à la technologie, par exemple. Mais également, le fait de savoir si on utilise ou si on est utilisé. Est-ce qu'on est utilisateur ou est-ce qu'on est utilisé? Parce que parfois, les données personnelles ne vous rendent pas plus autonome. L'autre chose, c'est que si vous posez la question à qui appartiennent les données, vous avez déjà perdu. Parce que ce n'est plus une question de propriété. Ça, c'est le monde d'hier. C'est une question de droit. Avant, on voulait, par exemple, être propriétaire de logiciels. Et puis après, on s'est aperçu qu'il fallait simplement avoir une licence. On n'avait pas besoin d'acheter. On pouvait avoir simplement une licence d'autorisation pour faire certaines choses. On n'a pas besoin d'être propriétaire des logiciels. Et c'est pour ça que les logiciels sont devenus très peu chers. Et c'est la même chose avec les données. Je ne suis pas forcément l'utilisatrice ou la propriétaire de ces données, mais je peux avoir le droit de consulter ces données ou même de les maîtriser parce que ces données me concernent. Et donc, on ne peut pas poser la question de la propriété des données parce que là, vraiment, je crois que notre monde est en train de surmonter cette notion de propriété. Oui, sur les données, la question, c'est la confiance parce que les données sont là. Et puis, on dit, bon, qu'est-ce qui est dans la vie réelle, qu'est-ce qui est dans la vie numérique? Par exemple, si on ne veut pas d'abus dans la vie réelle, pas de conflit dans la vie réelle, eh bien, il faut enfermer chaque être humain dans une salle et il n'y aura plus de conflit. Et c'est souvent ce qu'on fait avec les données. Là, il faut faire un suivi des risques, tracer les risques, comme nous faisons avec les services secrets ou la police dans la vie réelle. Et les données peuvent circuler, mais de manière sûre. Le problème, c'est qu'on n'a pas de garantie. Comme dans la vie réelle, on ne sait pas si quelque chose de malvenu va arriver. Donc, il faut des mécanismes pour suivre et tracer les données. Et puis, la deuxième chose très importante, et là encore, c'est la vie réelle et la vie numérique. Si je marche dans la rue et que je marche devant un camion et le camion m'écrase, c'est pas que l'État n'a pas pu me protéger. Si j'ai un comportement risqué en ligne, eh bien, évidemment, ce n'est pas une raison pour ne pas partager les données. Il faut également éduquer les gens et savoir que même dans l'espace numérique, il faut avoir un certain comportement qui assure la sécurité de tout un chacun. Et c'est la seule manière d'ouvrir les données tout en ayant une sécurité. Oui, je crois que le cadre est très important. Si on utilise ces métaphores de données comme le nouveau pétrole ou l'or, eh bien, on encourage le recueil de données, même si on n'a absolument pas besoin de ces données. Et beaucoup de personnes recueillent des données simplement au cas où un jour, ils n'en auront pas peut-être besoin. Et je crois qu'on voit beaucoup d'efforts où des personnes essaient de revoir un petit peu la manière dont on recueille des données. Les données, ça peut être toxique, ça peut être un problème pour l'environnement.
plus on recueille de données, plus on est responsable de ces mêmes données, face aux cyberattaques notamment. Donc il y a cette idée utopique, les données c'est une bonne chose, plus on en a, mieux on se porte. Mais en fait, non, et on le voit, parce que ces données, on en est responsable. Donc c'est pour ça qu'il faut recueillir seulement ce dont on a besoin. Et c'est également ce qui motive les lois sur la protection des données. Donc l'idée, c'est finalement de se débarrasser de toutes les données, détruire toutes les données dont on n'a plus besoin. Et ce sont des garde-fous qu'on applique dans la vie réelle et qui devraient également s'appliquer sur le monde numérique, qui est aussi le vrai monde et pas seulement un monde virtuel. Oui, c'est vrai, la vie réelle aujourd'hui, c'est également le monde numérique. Et dans quelques années, la vie numérique sera peut-être la seule vraie vie. Mais bon, j'insiste sur la question des données. Je crois que on peut parler sur le plan technique, évidemment, parce que les données, c'est une question techniquement très complexe. On peut parler de données personnelles, de données privées, de données anonymisées, pseudo-anonymisées, etc., etc. On peut effectivement rentrer dans des discussions très complexes. Mais pour nous, il y a un problème essentiel, et c'est qu'il faut que nos clients ils aient une transparence. Il faut que les citoyens comprennent qui utilise leurs données, à quelle fin, et quelles sont les données qui sont utilisées. Pour nous, c'est ça l'élément essentiel et la discussion qu'il faut avoir. La transparence pour nos clients, la transparence pour les citoyens, c'est la seule manière de renforcer la confiance, de faire en sorte que les citoyens se sentent autonomes, qu'ils sentent qu'ils maîtrisent ces données. Et ces données, c'est bien plus que du pétrole, parce que ça concerne leur vie privée, ça concerne leurs droits fondamentaux, ça concerne la protection de la vie privée. Et pour nous, la transparence, c'est absolument essentiel dans l'espace numérique. Oui, il y a la transparence et il y a également la maîtrise. C'est-à-dire que les personnes qui ont des données, ces données, ils doivent pouvoir les récupérer et même les effacer s'ils ne souhaitent pas que ces données soient disponibles. Et on a, nous, quelque chose qui s'appelle My Account, mon compte. Et ceci vous permet de comprendre quelles sont les données que vous souhaitez voir recueillir, quelles sont les données qu'il faut effacer. Et donc, ça fournit cette transparence, mais ça donne également la possibilité de modifier les données, voire de les effacer. Et je crois qu'il y a plusieurs institutions qui essaient de faire ce même contrôle. L'autre chose que je souhaiterais dire, c'est que lorsque nous utilisons des métaphores, et savoir si ces métaphores sont importantes, bon, c'est une vraie question. Et peut-être qu'il faut être un peu plus prudent. De plus en plus souvent, on dit les données, c'est le nouveau pétrole. Mais on n'a pas de nouveaux dinosaures qui meurent. Et donc, les données, ce n'est pas la même chose. Nous savons que tous les 12 mois, le nombre de données est multiplié par 2. Et donc, c'est absolument incroyable si on y réfléchit bien. Oui, c'est vrai que la maîtrise, le contrôle, c'est important. Mais parfois, il y a des sociétés qui fournissent un contrôle sans aucune transparence. Donc, si vous donnez à vos clients la possibilité de maîtriser leurs données, mais que ces mêmes clients ne comprennent pas bien comment ces données sont utilisées parce qu'il n'y a pas de transparence, ça ne sert à rien de contrôler. Oui, la transparence, ça veut également dire que c'est la personne la plus faible dans cette chaîne qui devient responsable. On peut dire, nous, on a tout fait de manière transparente, maintenant c'est à vous, l'utilisateur, de vous débrouiller. Et je crois que là, il faut bien comprendre que l'utilisateur ne va pas forcément exercer cette option. Et donc, même si on a une transparence, si on n'a pas de grandes compétences numériques, on ne peut pas forcément gérer des données. Oui, Nicolas. Pour revenir vers vous, oui, c'est vrai que les données croissent de manière quasiment infinie, mais il y a beaucoup d'anxiété quant au monopole de données. Ici, on en parle beaucoup en France. Google, par exemple, qui a des données énormes,
Comment répondez-vous à cette préoccupation? Vous parlez de contrôle, vous parlez de transparence, les conditions qui ne sont pas toujours faciles à comprendre pour l'utilisateur, et cette préoccupation face à des monopoles de données. Bien, je crois qu'il y a énormément de données qui peuvent servir à des fins commerciales. Et c'est ce qu'on voit tous les jours. Mais ça, ce n'est pas la préoccupation. Évidemment, la question des conditions que l'on accepte ou pas, c'est important. Pendant très longtemps, on a mis en place un projet pour éduquer les utilisateurs pour qu'ils comprennent bien les conditions de vente ou les conditions d'utilisation. Et on s'est dit, on ne peut pas mettre ça au début d'un service, mais il faut pouvoir ultérieurement, une fois qu'on a signé, à une date ultérieure, se retirer et décider que finalement, ces conditions. Et puis, il faut qu'il y ait également un suivi des grandes entreprises. Ça, c'est tout à fait normal. Et c'est quelque chose qui devrait pouvoir s'appliquer. Oui, j'ajouterais juste que lorsqu'on parle de transparence, de contrôle, bon, c'est toujours un peu des deux. Il faut les deux. Il faut une transparence. Mais en tant que fournisseur, par exemple, si vous avez une licence mais écrit tout petit, personne ne peut ni le lire ni le comprendre, eh bien, évidemment, d'un point de vue juridique, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Mais est-ce que vous allez vraiment avoir la confiance des utilisateurs? Et là, vous sapez en tant qu'entreprise. Donc, il faut évidemment la sécurité des données pour que l'utilisateur accepte d'utiliser un service. Donc, il y a une question de confiance. Oui, mais ça, c'est une approche de marché. C'est-à-dire que l'utilisateur, il a confiance et donc il va accepter ou non d'utiliser. Mais est-ce que le gouvernement a un rôle à jouer? Est-ce que le gouvernement peut décider que finalement les conditions sont trop difficiles à comprendre pour un utilisateur? Oui, alors l'État doit organiser les systèmes de sécurité. On a des armées, on a la police. Eh bien, c'est la même chose pour les données. Nous, on a un directeur de données qui est très, très strict quant au recueil de données. Si jamais on demande en tant qu'utilisateur où sont mes données ou qu'est-ce que vous en avez fait, eh bien, ce directeur des données, eh bien, il intervient et il est très strict. Donc, c'est ça le rôle de l'État, d'avoir un cadre juridique, mais également les mesures qui permettent vraiment de protéger les utilisateurs dans des cas très concrets. Oui, je voulais revenir à certaines questions de politique publique. On a parlé de ce que les gouvernements peuvent faire, mais il y a différents types de gouvernements. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous voyons plus d'innovation au niveau local, des communes, qu'au niveau national, bien souvent. Est-ce que c'est ainsi que les choses se passent? Est-ce que c'est toujours le cas, que les choses fonctionnent mieux sur le terrain et pas au niveau national? Ou est-ce que les gouvernements centraux peuvent tirer les leçons de ce que finalement les municipalités arrivent à faire mieux qu'eux? Pour ce qui est des nouvelles technologies, des nouveaux environnements, les normes systématiques ou les solutions systématiques arrivent en bout de course. Il faut d'abord commencer à utiliser les nouvelles technologies et puis on trouve certaines solutions. Après, eh bien, on est très intéressé et puis on a une mauvaise expérience et on se dit « Ah, ben non, ça va pas, il faut une réglementation ». Et c'est là que le gouvernement national va intervenir ou même parfois des instances internationales, parce que c'est très souvent le cas dans le numérique, c'est le niveau international qui va s'intéresser à ces questions. Donc, très souvent, vous avez une expérience, des solutions, et puis un problème, et c'est là où on pense à la réglementation. Oui, le problème, c'est qu'on parle que de technologie futée, de technologie intelligente, on ne parle pas de personnes. Et c'est la même chose avec l'intelligence artificielle. Qu'en est-il de l'intelligence humaine? On dit l'intelligence artificielle, ça ne va pas remplacer l'homme, mais on parle souvent de manière très abstraite. On dit oui, il faut doter de compétences les personnes qui pourraient perdre leur emploi, mais on ne parle pas de quelles sont ces compétences et quels sont ces emplois à l'avenir. Donc oui, je crois qu'il faut être plus concret. Je suis ravie d'entendre que Google essaie d'intervenir dans ce domaine, mais on parle beaucoup des villes futées en Inde, en Chine. On va dire on va avoir 100 villes futées dans 10 ans. Mais on voit également
pourquoi c'est une question de gestion des ressources. On ne peut pas fournir des services dans des zones très reculées, donc on essaie de rassembler les gens dans des grandes villes. Mais c'est ce qu'on disait également pendant le déjeuner. Nous sommes des êtres sociaux et les idées, les personnes, les cultures se retrouvent dans des grandes villes. Donc, évidemment, ce type d'expérimentation et d'innovation a souvent lieu à ce niveau-là des villes. Mais même plus bas au niveau des villages, il y a des expériences intéressantes. Même dans des tout petits villages qui s'organisent, ils n'attendent pas du tout que le gouvernement national intervienne. Ils essaient vraiment de trouver des solutions à leurs besoins. Et Rups Pollock a dit il y a très longtemps sur les données ouvertes que la meilleure chose qui puisse arriver à vos données, c'est l'utilisation qu'en fera quelqu'un d'autre. Et c'est la même chose avec beaucoup de technologies qui ont lieu au niveau local. On va, par exemple, créer quelque chose pour trouver une solution au problème de circulation, et puis les gens vont utiliser ces technologies pour inventer un jeu ou pour réaliser un hacking. Et en Inde, très souvent, vous n'avez pas de connexion Internet dans certaines zones. Et donc, on demande, est-ce qu'on ne peut pas utiliser le spectre radio plutôt que d'utiliser Internet? Et ils ont utilisé un canal en un seul sens, un canal à deux sens, où on peut utiliser sur des téléphones très très peu chers ces mécanismes de communication pour prendre des décisions à propos de, je ne sais pas, la composition du conseil municipal ou bien la distribution d'eau. Et mon ami qui était chargé de ce programme m'a dit, une fois on a reçu un appel et quelqu'un m'a dit, est-ce que vous enregistrez ce que je dis? Et ils ont dit oui. Et il a dit, eh bien c'est très bien. Il a commencé à chanter une chanson. Et le type a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Et il a dit, mais mes enfants, ils vont partir en ville et ils ne vont pas du tout se retrouver autour du feu pour chanter des chansons. Donc cette histoire, cette culture, ils vont la perdre. Donc c'est pour ça. Vous avez une station radio, vous avez des choses que je n'ai pas. Donc s'il vous plaît, enregistrez cette chanson pour les générations futures. Et le type de la radio, il a dit, eh ben, moi je pensais que j'intervenais sur des projets d'accès à l'eau ou bien à la composition du conseil municipal. Je ne me suis pas rendu compte que j'étais une nouvelle archive pour la culture et la mémoire culturelle. Donc on voit bien toutes les utilisations intéressantes au niveau local. Oui, je pense que c'est vrai. Cela montre que les villes peuvent être des laboratoires de la démocratie numérique et peuvent concevoir des services extrêmement nouveaux. Mais ils ne le font pas seuls. Il leur faut encore ce cadre, ce terrain de jeu, les règles, les règlements, tout cela s'inscrit dans un contexte. Mais je pense qu'on peut attendre beaucoup des villes en termes d'exploration et d'expérimentation. Je suis d'accord et je pense que les villes et les régions sont l'environnement parfait pour l'innovation. Ce n'est pas par hasard que les plus grands innovateurs au monde soient des régions ou des petits pays comme Israël ou Singapour ou des villes comme Londres. Donc je pense que l'environnement de la ville ou le niveau régional est le niveau parfait pour l'innovation. Mais il y a d'autres rôles que les villes ne peuvent pas jouer. Il y en a deux. Tout d'abord, comme on l'a dit, la réglementation. La réglementation est une responsabilité de l'État central. Vous avez parlé du spectre. Et le spectre est un exemple évident de quelque chose qu'il faut faire et que c'est le régulateur central qui doit le faire. Mais il y a un autre rôle qui doit nécessairement être joué par les États centraux et qui est de garantir et de promouvoir la cohésion sociale. Et je pense que dans l'espace du numérique, avoir la responsabilité de ne laisser personne à la traîne, d'intégrer tous et toutes à l'accès à la technologie et à l'économie numérique et à toutes les possibilités de la numérisation. Et ça, cela relève de la responsabilité des États centraux, et ce n'est pas un rôle qui peut être dévolu à des villes dynamiques ou à de petites régions. Une intervention brève sur les villes intelligentes, les villages intelligents, les environnements intelligents. Ce n'est pas une question de savoir qui gère le mieux l'éclairage public ou
transit ou l'assainissement. Pour être intelligent, il faut que tous les systèmes communiquent entre eux, qu'ils échangent des données, qu'ils soient plus connaissants, et cela donne un environnement intelligent qui facilite son quotidien ou son travail. Et cela croît d'une expérience réussie à une autre. On ajoute des solutions qui communiquent entre elles, qui créent plus de valeur ajoutée. Nous avons une initiative, la Slovénie comme pays de référence pour les initiatives vertes en Europe, et cela veut dire utiliser des technologies qui sont favorables à l'environnement et aux personnes. Et être un référent, cela ne veut pas dire chercher des innovations, cela veut dire rechercher comment on peut utiliser de manière systémique ce qui existe déjà. Parce que quand on atteint le niveau systémique, on arrive à la réglementation, à la normalisation, on en vient à l'éducation, au changement des mentalités. Et si on surmonte ces obstacles un par un, lentement, alors on a une solution de référence. Sinon, ce n'est qu'une idée technique. Nous avons le temps de prendre des interventions de la salle. Si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas à lever la main. Dans l'intervalle, je prends note des demandes. Moi, je suis curieux d'avoir des références dans ce domaine. Y a-t-il d'autres pays, d'autres villes, des ailleurs? On a parlé de l'exemple du Mexique tout à l'heure, on a parlé d'autres pays sur ce panel. Y a-t-il des exemples que vous admirez et qui, vous pensez, pourraient être appliqués à la Slovénie pour relever ce problème de la brèche numérique? Où allez-vous chercher l'inspiration? Je suis curieux. Il est difficile de dire qu'il y a un exemple que nous suivons. Il y a des milliers d'exemples. Nous essayons tous de trouver le bon moyen. Nous essayons de tirer des enseignements. Et ce que nous savons, c'est qu'il faut communiquer, échanger, et à partir des expériences différentes, arriver à quelque chose de meilleur et continuer à échanger et continuer à améliorer. Ça, c'est le progrès, c'est le seul moyen. On n'a pas une solution qui soit meilleure que les autres. En fin de compte, il faut négocier pour arriver à des normes communes parce qu'il faut que nous communiquions les uns avec les autres. Ce qui est numérique ne se limite pas aux frontières d'un pays, c'est forcément mondial. Il faut donc penser à la valeur qu'on peut apporter à nos citoyens et aux entreprises avec les solutions numériques, mais il faut voir comment nous allons communiquer au niveau mondial, échanger des données, réglementer à un niveau mondial ces grands problèmes. C'est tout l'enjeu de la coopération. D'autres exemples sur le panel que vous souhaiteriez partager avec le public? C'est un panel très cosmopolite que nous avons. Je suis certain que vous avez vu des choses. Y a-t-il des exemples latino-américains que nous ne connaissons peut-être pas? J'aimerais d'abord vous donner deux exemples qui ne sont pas en Amérique latine. D'abord, il y a les pays baltes en Europe qui ont eu l'intelligence pour comprendre qu'être à la traîne dans le développement de certaines infrastructures et de services pouvait être un atout. Et donc, ils ont fait un grand bond. Et pour nous, c'est un bon exemple. Je voulais dire que lorsque j'ai dit que pour l'Amérique latine, c'est une grande opportunité, ce que je voulais dire, c'est que l'économie numérique permet aux régions et aux pays de faire des bonds et de dépasser toutes les lacunes qu'ils avaient accumulées plus traditionnellement. Deuxième exemple de développement rapide en termes d'accès, deux pays européens, l'Espagne et le Portugal. Au cœur de la crise, l'Espagne et le Portugal sont passés du bas de la liste de la fibre optique en termes d'infrastructures en Europe jusqu'en haut. Et aujourd'hui, l'Espagne est le 4e pays mondial en termes de déploiement de la fibre. Et pour moi, ce n'est pas une leçon qui soit liée à l'Espagne ou au Portugal. L'enseignement, c'est qu'on peut le faire, même dans une crise économique grave. Parfois, les crises économiques sont des opportunités.
Et j'aimerais combiner ces deux enseignements avec le cas de l'Amérique latine. L'Amérique latine, aujourd'hui, connaît une période difficile en termes de crise économique. Et pour nous, c'est une opportunité de faire un bond en avant et de bien se positionner au niveau mondial par la suite pour le déploiement de l'économie numérique dans cette région. Oui, si on regarde tous les pays qui travaillent dans ce domaine, pour moi, les pays les plus avancés sont les pays scandinaves, où on voit un esprit d'expérimentation, l'utilisation de la technologie dans le secteur public et l'intérêt à trouver des associations publiques-privées. Carlos a parlé des pays baltes et pour moi, c'est vraiment ça. Ce sont les pays baltes en plus des pays scandinaves. Et le Premier ministre adjoint l'a dit. Il y a des centaines de bons exemples dans chaque pays. Donc, indiquer un pays n'est peut-être pas suffisant et ce n'est pas la bonne démarche. Mais vous avez posé la question de pays, donc j'identifie ceci comme des pionniers. Nous avons une question tout devant, ici. Merci de vous présenter et de poser une question brièvement. Je suis le professeur de l'Institut indien des finances basé à New Delhi. Dans l'ère numérique d'aujourd'hui, il y a le rapport sur le développement mondial, sur les dividendes numériques, sur la façon dont les bénéfices arrivent aux populations, dont le numérique s'inscrit dans les vies quotidiennes à l'échelle de la planète et sans regarder les frontières. Nous connaissons les avantages et les inconvénients des données du monde numérique et nous en avons reparlé. Mais étant donné l'infiltration du numérique dans la vie des personnes, il y a une brèche homme-femme. On en a parlé au FMI il y a quelques mois. Est-ce qu'on pense que les inégalités hommes-femmes vont disparaître puisque le monde numérique ne reconnaît pas cette différence entre les sexes et n'a que peu d'importance pour savoir qui fait quoi et comment? Est-ce que cela serait un avantage qui parviendrait aux masses et est-ce que cela pourrait se matérialiser en termes d'inclusion financière? En Inde, la démonétarisation a porté ses fruits. Il faut 3 trimestres avant de voir les résultats. Mais nous avons vu une extension importante de la sphère numérique après l'initiative de démonétarisation de novembre dernier. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de ce type d'innovation perturbatrice pour les inégalités hommes-femmes également? Alors, les inégalités hommes-femmes, souhaitez-vous répondre? Est-ce que la technologie est neutre en termes de genre? Je pense que ce qu'on entend souvent, c'est que on dit aux femmes qu'il faut qu'elles apprennent à coder. Or, ce n'est qu'un tout petit bout de la lorgnette. Le vrai problème, c'est que fait-on de ces femmes une fois qu'elles savent coder, si l'écosystème et l'environnement est encore dominé par les hommes ou biaisé à bien d'autres égards? Dire aux femmes qu'elles apprennent à coder, cela veut dire rejoignez une entreprise, puis partez au bout de 2 ans. Non, il y a des questions structurelles. Ce n'est pas qu'une question de programmes informatiques et de connaissances informatiques. En termes d'inégalité, nous l'avons vu en Inde, à de nombreuses reprises, quand on inclut les femmes dans le système financier, on a une gestion beaucoup plus saine des ressources financières. Mais on constate aussi qu'avec la numérisation des services, les femmes se retrouvent exclues du système car elles ont moins accès à la technologie que les hommes. Donc cela peut fonctionner à double tranchant. Il faut donc être nuancé dans la façon dont on aborde cela. Et je ne pense pas que l'espace en ligne soit neutre en termes de genre. Nous l'avons vu dans tous ces discours de haine, dans toutes ces violences à l'égard des femmes. C'est un monde cruel pour les femmes, le monde en ligne. On en est au point d'utiliser la censure pour s'assurer d'un espace plus neutre en termes de genre. Et c'est triste d'en arriver là, de se dire qu'il faut limiter la liberté d'expression pour préserver d'autres équilibres. C'est un problème complexe. Une remarque générale. Oui, il y a les inégalités hommes-femmes, il y a les inégalités économiques, mais la communication est devenue extrêmement peu chère. Les connaissances sont à disposition en ligne. Il y a des connaissances mondiales en ligne et c'est unique. Il y a un marché mondial à disposition en ligne. C'est unique. Donc ce sont des opportunités qu'il nous faut saisir. Et concernant les inégalités hommes-femmes, bien sûr, il y a le contenu de ce qui circule sur Internet.
et qu'il faut combattre. Cela va de soi. Mais qui utilise ces produits? Première question. Deuxième question, ces technologies se complexifient. Or, pour les utiliser, il va falloir des connaissances et des compétences différentes, ou peut-être que les connaissances techniques des hommes ne domineront plus parce qu'il faudra de nouveaux systèmes cognitifs avec des compréhensions plus profondes, des compréhensions des usagers, et les femmes peuvent donc jouer un rôle dans la création de systèmes nouveaux. Il n'y a pas de solution technique aux inégalités hommes-femmes, ça il faut le dire, mais je pense que la promesse d'un environnement plus inclusif est là. Les recherches précoces montrent que les femmes sont plus à l'aise dans la participation dans des plateformes en ligne, ou au commerce en ligne, ou à des plateformes d'innovation parce qu'elles peuvent le faire d'une façon légèrement différente que de manière physique et que leurs idées sont reçues avec moins de biais. Donc il y a des éléments prometteurs dans le monde numérique, mais je pense qu'il faut mettre en garde contre l'idée d'une solution technique aux inégalités hommes-femmes. C'est un défi de société que nous devons relever tous. Carlos, oui, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais sur la brèche numérique, j'aimerais dire que le plus important pour la brèche numérique, c'est l'accès. S'il n'y a pas d'accès dans les zones les plus éloignées, la brèche numérique sera impossible à surmonter. Mais une fois qu'on a l'accès, dans les zones rurales, dans les zones reculées, j'aimerais comparer deux clivages. D'abord, il y a le clivage générationnel et ensuite, il y a le clivage homme-femme. Je pense que le clivage de l'âge générationnel est une vraie brèche numérique, c'est-à-dire que c'est indépendant du niveau d'éducation, de la vie en zone urbaine ou en zone rurale, alors que les inégalités hommes-femmes ne sont pas une brèche proprement numérique. Ce n'est qu'un aspect d'un problème beaucoup plus généralisé qui est lié à l'éducation et à l'évolution des femmes dans les zones rurales. Mais ce n'est pas comme avec la brèche générationnelle. Il n'y a pas une spécificité numérique à cette question des inégalités hommes-femmes. Je crois qu'une des meilleures remarques sur les inégalités de génération, c'était Winslow lui-même qui a dit je voudrais vous dire quelque chose, nous avons inventé Internet. Nous avons une question de la salle. Merci, Monsieur le Président. Je viens de Bill Kent, de l'université de Bill Kent. Je pense que la distorsion de l'information et de données sont une réalité incontournable de notre époque. J'aimerais demander aux membres du panel comment ils peuvent analyser cela. Distorsion, je veux dire manipulation. Manipulation de l'information. C'est un problème de taille. Je fais des conférences à ce sujet depuis 10 ans. Oui, c'est une question d'actualité. Nous en avons parlé dans l'atelier précédent, donc je peux en dire quelque chose. Nous avons parlé des fausses informations ou des informations présentées de façon spécifique. Si l'Internet et les réseaux sociaux peuvent être l'une des opportunités les plus démocratiques, puisque tout le monde peut avoir une opinion, il y a en même temps une possibilité d'abus et donc des possibilités de manipulation. C'est lié à la série de mesures qu'il faut avoir pour construire la confiance, pour nous instruire par rapport aux sources qui sont fiables. Et je pense que ce qui se passe en ligne va devoir faire l'objet d'une réglementation. Il va falloir un suivi. Si nous sommes tous d'accord pour dire que c'est le meilleur pour nous. S'il n'y a aucune réglementation, nous allons nous retrouver avec des difficultés. Je pense que l'une des difficultés, c'est que beaucoup des agrégateurs d'informations, des diffuseurs, les intermédiaires, ne sont pas traités comme des médias. Donc il y a beaucoup d'entreprises, les gens ne lisent plus les journaux directement, ils ne savent pas aller chercher l'information sur Google, ils lisent l'information sur Facebook. Donc c'est de l'information préagrégée. Et ils ne
ces entités ne répondent pas aux mêmes normes ou à la même déontologie que la presse. Et ils n'ont pas les mêmes critères que ces moyens, que ces médias de masse auraient. Donc c'est un problème. Et c'est là que la technologie peut jouer un rôle parce que l'intelligence artificielle peut